Bonsoir à toutes et à tous, je suis une nouvelle fois ravi de vous accueillir sur ce plateau d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en direct sur 8 Mont-Blanc. On ne cesse de le rappeler, n'hésitez pas à commenter ou à même interroger nos invités sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, je reçois Christophe Léger, le vice-président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. On restera dans l'agriculture avec Jean-Paul Crespi qui viendra nous présenter sa série sur le vacherin. Et en fin d'émission, Émilie Leclerc sera là pour nous parler de ses produits Sentier des Alpes. Bonsoir Fanette. Bonsoir Salut. Alors ce soir dans le journal préparé par la rédaction, on va revenir sur l'affaire Arthur Noyer avec une mise en examen récente du principal suspect Nordal Lelandais. Voilà, le procureur de Chambéry a organisé une conférence de presse en fin d'après-midi aujourd'hui pour annoncer cette mise en examen pour fait d'assassinat sur le caporal Noyer qui a disparu au mois d'avril à Chambéry, donc on en reparlera dans le JT. Et puis Noël approche, une actualité un peu plus réjouissante avec Olivia Boisson qui est allée faire un tour du côté du hameau du Père Noël. Voilà, c'est le site incontournable là à l'approche de Noël, donc elle nous propose de vivre voilà, parce que finalement c'est la famille de Noël qui nous accueille dans cet endroit, donc elle les a rencontrés, elle nous emmènera un petit peu, c'est un sujet très sympa. Le Père Noël qui sera d'ailleurs à ta place, notre invité, ce vendredi. C'est pas vrai. Eh oui. J'ai pas fait ma liste. Il reste encore quelques jours. On passe à la revue de presse avec, forcément on vient de l'évoquer, cette avancée certaine dans la disparition du caporal Arthur Noyer, dont selon les premiers éléments on a donc retrouvé le crâne. Voilà, le crâne a été retrouvé par un randonneur en fait dans une forêt de Montmélian au mois de septembre, mais l'ADN du jeune caporal a été identifié là il y a 2 jours, donc ça a été annoncé en conférence de presse il y a quelques minutes par le procureur de Chambéry, et puis à l'instant aussi les parents du caporal et leur avocat qui ont été reçus par le juge d'instruction, toujours là il y a quelques instants, voilà, ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur, voilà, le fond de la mise en examen. Mais je cite, on va continuer à se battre pour la vérité. Et ils ont décidé de ne plus s'exprimer auprès de la presse pour ne pas parasiter l'enquête, parce qu'on aura évidemment l'occasion d'en reparler sur 8 Mont-Blanc. Mais du coup, il y a d'autres dossiers, d'autres disparitions inquiétantes qui vont être examinées par la justice suite à cette mise en examen. Alors certains médias parlent de chevaline, il y a aussi 2 disparitions inquiétantes du côté de Tamier en 2011 et 2012, ça selon nos confrères de France 2. Donc voilà, ça va certainement s'activer, bouger dans les prochaines semaines, voire mois. Un film d'animation sur la réintroduction du bouquetin dans les Alpes. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus frais, réjouissant. Donc là c'est sur la page Facebook du Parc national de la Vanoise. Donc ce sont plusieurs parcs nationaux, celui des Écrins, celui du Mercantour, du Grand Paradis et donc de la Vanoise, qui proposent un petit court-métrage de 4 minutes qui est plutôt bien fait. On va en voir un extrait pour expliquer un petit peu toute l'histoire du bouquetin, parce qu'il y a une vraie histoire et c'est pas terminé. C'est un vrai suivi scientifique. On regarde. Le bouquetin vit en altitude, sur les flancs des montagnes. Et les compter n'est pas chose aisée. Nos têtes pensantes se creusent les méninges pour mettre en place un protocole de comptage fiable sur l'ensemble de la zone d'étude. Leurs collègues, quant à eux, s'appliquent à poser des balises GPS sur certains individus. Ils espèrent ainsi mettre en évidence les corridors écologiques fréquentés par les mammifères pour déterminer des réseaux d'habitat à protéger ou à restaurer. Et Seb, on va rester en pleine nature avec toi. Voilà. Ouais, il est bien fait, il faut aller le voir. On reste dans le domaine animalier puisque une première en France, puisqu'un chacal doré, une espèce très rare de prédateur, a été photographié récemment par un piège photo dans le Chablais, comme on peut le voir sur cette image. Le chacal doré, animal originaire d'Afrique du Nord, d'Asie et du Moyen-Orient, a l'allure d'un petit loup, comme vous pouvez le voir, et un nez pointu. Il se nourrit de végétaux, d'oiseaux, et la présence supposée de ce chacal doré interroge déjà au niveau de la Fédération des chasseurs, qui craint pour la sécurité des troupeaux domestiques. Donc voilà, ce chacal doré peut être une nouvelle espèce en France. C'est très très rare. C'est même une première en France. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui écorche nos voisins suisses. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui a décidé de s'attaquer à la fiscalité en Suisse, en marge d'un accord fiscal sur l'aéroport binational Bâle-Mulhouse, un accord qui prévoit un mélange des règles fiscales des 2 pays. Le député des Bouches-du-Rhône s'en est violemment pris à nos voisins helvétiques. Je vous propose de l'écouter. Je veux revenir sur le fait que la Suisse est considérée par les gens honnêtes
et par les ONG qui sont spécialisées sur le sujet comme un paradis fiscal dont nous faisons partie des premières victimes. Oxfam la classe comme le 4e pire paradis fiscal du monde. Et nous, les Français, évidemment, nous avons à dire sur ce sujet. Alors certainement qu'il y a une qualité de l'air en Suisse particulière, puisque la moitié des milliardaires français sont installés en Suisse, où ils règlent je ne sais quel impôt là-bas, mais en tout cas, ils ne les payent plus aux Français. On estime que 25% des fortunes mondiales sont domiciliées en Suisse, pour l'unique raison de ce qui leur permet, la raison, c'est qu'ils peuvent se soustraire à l'imposition dans leur propre pays. C'est inadmissible. Aussi bien, on peut considérer la Suisse comme un centre international de blanchiment. Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas avec le dos de la cuillère. On va pas se faire des amis du côté de nos voisins. Merci Fanette, je te laisse finir de Papa JT, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. C'est l'heure de nous passer à notre invité du jour. Alors je reçois ce soir Monsieur Christophe Léger, vous êtes le vice-président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Pas mal de choses à avoir, à se développer sur l'actualité de l'agriculture ici dans nos territoires. On va commencer avec une actualité pas forcément réjouissante, la progression de la fièvre catarrhale ovine, avec notamment 3 nouveaux cas détectés en Haute-Savoie, à Bonneville, Sallanches et Vallières. Oui, alors la fièvre catarrhale ovine, bonsoir. La fièvre catarrhale ovine, c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme et il n'y a aucun danger en fait d'un point de vue sanitaire en transmission sur les êtres humains ou sur les produits comme les fromages ou les choses comme ça. Voilà. C'est une maladie ovine, caprine et bovine, hein, voilà, donc ça touche quand même l'ensemble des troupeaux. Et puis, il y a plusieurs types de sérologie de cette maladie. Et là, on a une typologie particulière qui est arrivée donc, dans l'automne et pour lequel il faut répondre techniquement, hein, puisqu'il y a un risque sanitaire sur les troupeaux. Il y a des cas, donc il faut répondre par en fait une vague de vaccination qui a été imposée par les services de l'État. On a le sentiment néanmoins que l'expansion de cette maladie est inéluctable ces dernières semaines. On a l'impression que chaque semaine on a de nouveaux cas. Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est des moucherons qui transmettent de bête à bête. Hein, voilà. Et forcément en fait, ça facilite. Quand on a eu un automne plutôt clément avec des températures élevées, c'est on va dire courant septembre, courant octobre que cette transmission s'est faite. Là elle est finie puisqu'on est en période hivernale, mais il faut couvrir le risque d'éclosion nouvelle de cette maladie au printemps par de la vaccination en fait. Aujourd'hui, le périmètre de circulation des animaux interdits est quasiment étendu à tout le département de la Haute-Savoie. Seule une dizaine de communes du bord du lac d'Annecy sont épargnées. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes en situation de crise par rapport à cette fièvre catarrhale ovine ou c'est trop? Alors, il y a une crise sanitaire sur les animaux, mais il n'y a en fait pas de risque, je le répète encore une fois de plus, de transmission à l'homme. Donc, il faut relativiser la chose, gérer ça d'un point de vue objectif et pratique. Et le plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, les bêtes sont consignées dans les élevages et que ça pose des problèmes pour le commerce. Donc la campagne de vaccination qui a lieu actuellement va pouvoir ensuite réouvrir, une fois que les rappels auront été faits dans 3 semaines, réouvrir la possibilité du commerce, des petits veaux notamment, mais aussi des vaches de réforme, enfin bref, le commerce classique qui se fait en élevage, parce qu'en fait la maladie aura été éradiquée. Justement, par rapport à ce commerce que vous avez évoqué, quelles sont les répercussions de cette fièvre catarrhale sur l'agriculture locale, sur les éleveurs ici ? Alors, dans la zone interdite, qui aujourd'hui couvre quasiment le département, tant que le programme de vaccination n'a pas eu lieu, la situation est bloquée et figée. Donc, ça pose des gros problèmes, en fait, parce qu'on a aussi des troupeaux transhumants entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. On a des échanges commerciaux classiques liés à toute activité économique. Et même les petits veaux qui normalement doivent partir, mâles qui doivent partir à 10 jours, 15 jours des élevages, ils étaient consignés là depuis plusieurs semaines dans les élevages. Et donc ça pose des problèmes techniques, réels, concrets, et au-delà des problèmes commerciaux. Et en fait, toutes les bêtes étaient consignées dans les élevages jusqu'à maintenant. Et en fait, seule la couverture par la vaccination permet de décoincer la situation. Alors, la première vague de la première vaccination a été faite. 3 semaines après, on a les rappels qui sont faits. Donc, ils commencent là maintenant et puis ils vont se faire dans les 15 jours à 3 semaines qui viennent. Et ensuite, le commerce
reprend convenablement, y compris sur les zones extérieures. Et est-ce que cette campagne de vaccination, elle est peut-être suffisante pour sortir de cette impasse? Alors, elle est suffisante, elle couvre en tout cas le sérotype 4 qui est celui qui est venu. Elle ne couvre pas les autres sérotypes parce que la FCO a plusieurs types d'expressions en fait. Il y a le 8, le 2, de mémoire, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, elle couvre ça. Et de toute façon, on n'a que celui-là qui est avéré. C'est pas forcément génial, on va dire, la vaccination, mais c'est le seul moyen pour répondre techniquement et pour ouvrir le commerce. Voilà. Après, la maladie, quand elle s'exprime sur les troupeaux, on peut avoir tous les stades, mais on peut avoir quand même des conséquences médicales et vétérinaires sur les vaches et les troupeaux ovins et caprins qui sont importantes, allant jusqu'aux avortements, de la perte de production, de la non-prolificité, et ça pose des problèmes importants. Donc il vaut mieux quand même se couvrir sur une vaccination. On va parler d'un autre dossier, un Oui. dossier qui vous tient à cœur, c'est la récente signature d'une convention de partenariat signée entre votre Chambre d'agriculture et le Grand Annecy. On en discute, on va regarder d'abord un extrait d'un sujet réalisé par Fanette Debussy, on en discute juste après. C'est un territoire coupé en deux qui doit pourtant se trouver un avenir commun. La ville et la campagne, les terres agricoles et le bâti. Pour la première fois en France, agriculteurs et élus du Grand Annecy ont signé une convention de partenariat sur 3 ans. Plus de 550 000 € sont engagés. L'agglomération en finance la moitié. Travailler ensemble, plutôt qu'être dans l'opposition, pour repenser ensemble des zones à réserver au maraîchage, probablement autour des zones les plus urbaines, des zones à préserver pour l'espace agricole, des zones probablement aussi à repenser, parce qu'aujourd'hui, avoir des exploitations un peu morcelées avec des troupeaux de vaches qui traversent les villes ou des tracteurs, les citoyens aiment moins ça marche moins bien. Et donc, la Chambre d'agriculture, elle a bien mieux placé que les élus pour savoir comment elle doit faire évoluer sa manière de faire, de travailler, de produire. Et nous, les élus, on tient le stylo des règles d'urbanisme. Et donc, c'est indispensable de travailler ensemble. Quelle est la vocation d'une telle convention? C'est de trouver des solutions concrètes à des problèmes qui sont partagés entre la population et le monde agricole, les agriculteurs et l'économie agricole. Voilà. Et c'est ce qu'ont souhaité les élus d'un côté et la Chambre d'agriculture de l'autre qui s'occupe ainsi de tous les territoires. Mais c'est la première convention, effectivement, c'est quand même une innovation de ce type-là, où on a fixé 10 priorités à travailler dans les années qui viennent ensemble et qui vont, on va dire, permettre de coexister en harmonie. Et puis, l'agriculture a une fonction nourricière, c'est important de le rappeler. Il y a l'occupation de l'espace qui est importante et il faut qu'elle puisse trouver sa place. Dans un monde qui est très urbain aujourd'hui... C'est vrai qu'on a tendance à penser, quand on pense au Grand Annecy, on a tendance à penser urbanisme, alors qu'il y a aussi beaucoup de terres agricoles. Alors, en fait, ce territoire-là est coupé en 3 tiers. On a en gros un tiers de bois, rochers et un bout de lac quand même, qui est bien connu. On a à peu près un tiers d'urbanisation et à peu près un tiers de terres agricoles encore, voilà. Avec une économie agricole notamment basée sur l'élevage, mais pas exclusivement. On a en gros 300 exploitations agricoles, un peu plus d'exploitants parce que les exploitants se sont groupés en sociétés qu'on appelle des GAEC. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même une économie puissante. L'économie agricole génère aussi, en général, pour un emploi agricole, il y a 5 emplois périphériques, notamment sur la recherche de valeur ajoutée via les fromages, via le commerce local, etc., etc. Et donc, pour pouvoir coexister, effectivement, qu'une urbanisation qui a tendance à croître, qui pose des problèmes avec une agriculture qui se modernise aussi, qui change ses pratiques. En gros, soit on trouve les solutions, soit pour l'agriculture, c'est plié. D'accord, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. M. Christophe Léger, d'être venu sur notre plateau. Je Merci vous invite à à rejoindre la régie. Et je vais accueillir Jean-Paul Crespi. On va rester dans le domaine de l'agriculture. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, Seb. Installe-toi. Alors, on va parler de la série de la semaine. Tu as choisi de mettre en lumière le vacherin d'abondance. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a plu? C'est tout d'abord, quand j'ai eu connaissance de ce fromage, c'est tout d'abord une très 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 belle histoire. Belle histoire, Noël, une très belle histoire de Noël. Je trouvais que ce vacherin qui se perdait, qui a été quasiment perdu en vallée d'abondance, un vacherin fromage qui date, dont je dirais
les parchemins, les quelques reproductions, les quelques dessins remontent au Moyen-Âge. Il a vécu sa vie au cours des siècles, avec une très forte présence dans les familles. C'est un fromage de famille. C'est perdu. C'était perdu depuis, je vais dire, l'après-guerre. Dans les années 50, le vrai fromage d'abondance est arrivé, valorisant le lait. Et comme le vacherin d'abondance est un fromage de famille, il s'est éteint progressivement. Alors il reste encore quelques anciens qui possèdent la recette. Et puis c'est aussi une belle histoire parce qu'un jeune agriculteur qui, il y a quelques années en arrière, pas si longtemps que ça, 1 ou 2 ans, passait son BTS et pour son mémoire de fin de BTS, a choisi de travailler sur le vacherin d'abondance. Quel fromage, comment on le fait, quelle trace. Et quand il a intégré le GAEC familial en fabrication avec son oncle, eh ben, les deux se sont pris au jeu. On va essayer de refaire ce fromage. On va d'ailleurs, pour se mettre en appétit, regarder un petit extrait de ton premier épisode qui a été diffusé ce mardi soir, consacré à ces jeunes agriculteurs. Avec plaisir. On est sur une bonne voie. La texture, on l'a. Après, voilà, c'est un fromage qui est très irrégulier, donc ça varie en fonction des conditions climatiques, ça varie en fonction de la santé des bêtes, et le lait varie en fonction de tout ça. Et du coup, nous, on a encore du mal à vraiment anticiper tout ça et à se dire il faut faire comme ça pour que nos vacherins réussissent aujourd'hui. Peinture et parchemin sont les premières traces du vacherin en vallée d'Abondance. Ils datent du XVe siècle et attestent du prestige de ce fromage au banquet des ducs de Savoie. Des peintures murales du cloître d'Abondance renseignent sans toutefois livrer ses secrets. Couchée sur papier au XIXe siècle, la recette précise sa formulation sans la détailler. La tradition orale protège depuis le Moyen-Âge l'indescriptible. Cette fabrication justement de ce fromage unique, précieux, elle est très très compliquée. Elle est compliquée. Elle est compliquée puisqu'il faut du temps. C'est un fromage, il faut la matinée. Je dirais, c'est très simple. Ils fabriquent le fromage d'abondance que l'on connaît et ensuite ils attaquent la fabrication du vacherin. Une fabrication qui prend la matinée, je dirais, pour 8-10 fromages. Pas plus. C'est une petite production. C'est une très petite production. Il faut savoir que très peu d'agriculteurs se sont relancés, entre guillemets, dans cette fabrication parce qu'elle est contraignante, parce qu'elle est difficile. C'est un lait qui n'est pas chauffé, c'est un lait avec de la présure qui prend, mais juste avec la chauffe du lait de vache. C'est-à-dire, il n'y a pas de feu dessous. Ensuite, il faut être très minutieux dans le temps. Dans le temps, il n'y a pas de... Ils découvrent, ils avancent à petits pas. Parfois, ils loupent. Ils ne sont pas cachés pour me dire, il y a des jours, on loupe. Et puis, ce qui est aussi très beau, c'est que c'est un fromage d'hiver. Première neige, fin de la neige au printemps. Après, il n'y a plus de vacherin d'abondance. C'est terminé. Alors, ils travaillent depuis plusieurs années. Et ils avancent, et ils sont presque au but. Ils essayent de retrouver la typicité, le goût de ce vacherin, qui est un fromage cerclé d'épicéa. Ils ont retrouvé des vieux morceaux d'épicéa dans la ferme de la famille. Alors, ils n'ont pas connu cette époque, mais c'est une trace comme quoi, dans cette ferme, eh bien, les anciens fabriquaient du vacherin d'abondance. Une vraie belle histoire. On regarde tout de suite à présent. Je te propose un extrait du sujet qui sera diffusé ce jeudi, consacré à un grand chef genevois qui, lui, a décidé de travailler sur ce fromage. Avec plaisir. Vacherin d'abondance, c'est crémeux, hein, c'est assez liquide. Donc là, si vous voulez, je les ai mis donc, un petit peu en cellule refroidissement, elles sont un peu fermes. Et après, je les passe dans la farine, dans l'œuf battu avec un peu de sel, un peu d'huile. Et là, c'est un mélange de poudre d'amande et légèrement de chapelure. Et je refais ça pendant 2 fois, voire 3 fois. Pourquoi? Parce que je veux que ça forme une coque. Le but, c'est quand le client va croquer, ça soit comme je dirais avec de la liqueur dedans. Donc, mais ça sera du fromage d'abondance. Ce sont tous des passionnés que tu as rencontrés. On a vu les éleveurs, on a vu le chef. Tu as aussi rencontré un fromager. Alors, dans l'histoire, je dirais, sur cette renaissance de ce fromage qui est un fromage mémoriel, il y a un fromager à Thonon, Frédéric Royer, la fromagerie Boujon, on peut le citer, qui lui, depuis quelques années, avec un autre agriculteur, se sont relancés dans cette fabrication. Alors pour lui, c'est un magnifique fromage, parce que c'est un fromage qui a une histoire, une très vieille histoire. À sa connaissance, en tout cas en France, il n'y a pas d'agriculteur qui tente de refaire vivre un fromage. Les fromages sont connus, sont fabriqués. Là, c'est vraiment... on replonge dans le passé pour redonner vie à un fromage qui est un fromage d'excellence. Je dirais, je les ai vus, je ne les ai pas goûtés, puisque l'hiver vient d'arriver. Il faut 3 semaines de cave, après un affinage. Et pour Frédéric Royer, l'affineur fromager,
pour lui, c'est que du bon, cette histoire. Merci Jean-Paul. On rappelle donc épisode ce soir et jeudi. Avant que tu partes, je tenais quand même à te féliciter au nom de tout 8 Mont-Blanc, puisque ce mardi, tu as remporté le coup de cœur du jury du Pré-Montagne, une récompense pour ta série de reportages sur la filaterie Arpin. On imagine beaucoup de fierté, de vraie satisfaction. Beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction, à la fois pour moi, mais pour 8 Mont-Blanc aussi. C'est aussi une série qui avait été diffusée sur l'antenne de 8 Mont-Blanc, comme cette série sur le Vacherin. Et voilà. Simplement. On voit quelques images. Là aussi, c'est aussi une belle histoire. C'est toujours des belles histoires. Je crois qu'on doit s'attacher à ces belles histoires de montagne, ces belles histoires de famille, ces belles histoires humaines, où il y a des engagements, et des engagements qui avancent. Et il y a un maître mot, je crois que c'est le plaisir. Les agriculteurs qui se relancent dans le Vacherin d'Abondance, ils retravaillent le fromage, et on voit, on les entend, on les écoute, ils ont plaisir à travailler ce fromage. Merci beaucoup Jean-Paul. À bientôt. très bientôt. Allez, place à notre dernière rubrique. On va accueillir Émilie Leclerc. Je vous en prie. La fondatrice des Sentiers des Alpes. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Alors vous êtes donc en plein dans l'air de temps, puisque vous, dans la tendance, j'ai envie de dire, puisque vous avez lancé une gamme de savons, pour le moment. Comme son nom l'indique, une marque inspirée des Alpes. C'est ça. D'où ça vient ? Eh bien, ça vient en fait d'une histoire de famille, puisque nous, on est spécialisés dans les plantes d'altitude, ma famille. Mon beau-père, en fait, Gérard Blache, était lavandiculteur dans les Préalpes. Il a cultivé, il a distillé sa propre huile essentielle, qu'il a commercialisée aussi donc, sur le secteur national et puis à l'export. Et il a aussi fourni en fait, des maîtres savonniers dans le sud de la France. Pourquoi avoir choisi d'associer les plantes bio et les plantes locales ? Pour nous, c'était une évidence, une continuité vis-à-vis de notre histoire de famille. On travaille sur le savoir-faire authentique, sur cette expertise de plantes. Et pour nous, c'était évident en fait, de travailler avec essentiellement des producteurs locaux. Alors, toute votre gamme répond à une série de plusieurs engagements. J'ai noté des produits faits dans les Alpes, l'utilisation d'huile végétale, le recours à l'eau des Alpes, la mise en valeur des producteurs locaux et 0% d'ingrédients issus de la pétrochimie. Tous ces engagements sont en quelque sorte l'ADN de Sentiers des Alpes. Oui. En fait, on intègre quand même un marché qui est relativement important. En fait, il y a déjà de très beaux acteurs. Et pour nous, en fait, il était évident de travailler sur cette qualité et de proposer en fait ce produit à nos différents hôtes et utilisateurs. Donc oui, pour nous, c'était une priorité. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous avez amené des petits produits. Donc ça fait partie des produits que vous proposez. Oui, alors en fait, on a donc développé 6 univers. Donc, on a des savons liquides et savons solides que je vous présente. Voilà. Donc là, on a framboise, génépi, miel. Voilà. Donc en fait, ces 6 univers qui sont très représentatifs sur le sentier des Alpes, puisque l'idée, c'est d'emprunter les chemins de la montagne à travers ces différents produits. Donc on a travaillé sur des odeurs olfactives avec un parfumeur pour vraiment être très représentatif en fait, de la nature que nous offrent en fait, les Alpes. On a notamment la pureté pour symboliser donc, l'altitude en fait, des montagnes. Donc celle-ci en fait, elle est représentée par l'Edelweiss, qui est produit en fait, dans les Alpes françaises par un producteur. On a aussi donc, du miel, on a du génépi donc, pour l'univers de la vitalité, on a de la gentiane. Donc c'est vraiment des plantes d'altitude qui dédient en fait, cette image alpine. En fait. Comment est-ce que vous choisissez les producteurs et les produits avec qui vous travaillez ? Alors en fait, ce sont des plantes, c'est que des productions bio. Et on les choisit, c'est des producteurs qui nous ressemblent, qui ressemblent en fait à mon beau-père, qui sont très authentiques et qui ont l'amour de cette plante et la passion en fait de la montagne. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un marché très dense, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. Exactement. Comment est-ce que vous faites, vous, à Sentiers des Alpes, pour vous démarquer par rapport à vos concurrents ? Alors, on peut dire qu'on est complémentaire à l'offre actuelle, puisqu'on a une très belle offre en fait en Provence, mais on s'est rendu compte que dans les Alpes, en fait, on n'avait pas vraiment en fait, de représentation dans les savons liquides. Et voilà comment on se différencie. On se différencie aussi donc, en travaillant en fait, sur une base coco-olive. On a supprimé tout ce qui était huile de palme. Tous les ingrédients issus de la pétrochimie, comme vous disiez, on est donc
on est naturel entre 97 et 99% donc, dans nos formules, surtout les savons liquides et les savons solides. On a aussi cette gamme de thé tisane aussi. Justement, j'allais y venir. Aujourd'hui, donc, des savons liquides, des savons solides, mais vous développez. C'est ça, on continue à se développer. On a pareil créé autour de ces 6 univers des thés, des tisanes. Donc au même saveur que les savons? Alors, pas tout à fait? Pas tout à fait, non, non. Non, non, en fait, l'objectif, c'est toujours d'intégrer des extraits de plantes qui sont cultivés par ces producteurs et d'apporter, en fait, des senteurs, par exemple, pour la pureté. On a travaillé un thé blanc avec de l'Edelweiss. Pour la framboise, on a travaillé sur un rooibos, donc un thé rouge, en intégrant, en fait, des morceaux de framboise. Donc c'est authentique à souhait. Voilà. Vos produits sont distribués dans plusieurs hôtels et des chambres d'hôtes. On imagine que là aussi, ça va être une vraie fierté, une belle reconnaissance pour le travail accompli. Oui, oui, oui. En fait, on est très honorés en fait, de pouvoir être représentés dans ce type d'établissement. On a l'avantage en fait, sur le territoire alpin d'avoir de magnifiques établissements. Et du coup, c'est aussi un gage de qualité qui nous permet aussi d'être très flattés en fait, de voir nos produits en fait, dans ce genre d'établissement. Quel retour vous avez de la part de vos clients? De façon générale, les gens sont très satisfaits. En fait, c'est des produits qui sont très doux à l'utilisation. Ce sont des produits en fait, qui sont multifonctionnels. On peut les utiliser donc, pour les mains, par exemple pour le gel douche, pour les mains, le visage et le corps. Donc, ils sont très contents en fait. Il y a aussi une chose qui est intéressante que j'ai lue sur votre site internet. Chacun de vos produits a des vertus bien précises. Oui. Ça aussi, c'est un gage de qualité selon vous, pour vous? Pour nous, oui, c'est ce qui nous différencie dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, on arrive à la période des fêtes, on est vraiment plein dedans. C'est une période que vous appréhendez Très importante pour nous. Très importante, on imagine. Oui. Là, par exemple, on est en train d'implanter notre marque dans les stations. En fait, on a au moins un représentant dans chaque station. Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? C'est de continuer l'aventure de Sentier des Alpes, cette aventure humaine en fait, enrichissante aussi, puisqu'on a plein de découvertes, on découvre aussi les producteurs, et donc agrandir cette famille de producteurs et aussi créer des futures embauches incessamment sous peu. On a vraiment le sentiment que les Alpes sont une merveilleuse source d'inspiration. Oh oui. Oui, on a la chance d'avoir ça et de pouvoir en fait les représenter dans nos produits dans tous les cas. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Longue vie au Sentier des Alpes. Merci bien. Fanette, normalement, je ne sais pas si Fanette doit me rejoindre sur ce plateau. Elle arrive. Fanette Dubuisson, donc, qui va nous présenter les titres du JT qui seront développés dans quelques minutes. On commence, Fanette, notamment avec cette triste nouvelle, la mort d'Arthur Noyer et la mise en examen du principal suspect, Nordal Lelandais. Voilà, il est déjà été mis en examen dans le cadre de l'affaire Maëlys. Et là, le procureur de Chambéry l'a annoncé en fin d'après-midi. Il est mis en examen pour fait d'assassinat donc sur l'affaire du caporal Noyer qui avait disparu à Chambéry au mois d'avril. Voilà, donc on fera un petit peu le point sur tout ça dans le JT. Et puis, à quelques jours de Noël, Olivia Boisson est allée faire un tour du côté du hameau du Père Noël. Alors, je ne sais pas si elle l'a rencontré, mais en tout cas, elle a rencontré la Mère Noël. Non, parce que le Père Noël, tu le vois, il dort en fait. Il se repose avant le rush, avant le grand rush. Il fera comme une halte par 8 Mont Blanc. Ah oui, c'est vrai. Donc, il se repose avant le passage sur le plateau d'Accès Direct. Et donc, Olivia Boisson a rencontré tout le reste de la famille de Noël. Ce sont eux qui accueillent le public. Voilà, en attendant le 24. Merci beaucoup, Fanette. À tout de suite sur 8 Mont Blanc pour le JT. Accès Direct, c'est terminé. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe en régie. N'oubliez pas, pour tout commentaire, toute question et même le replay, rendez-vous sur notre page Facebook avec le hashtag Accès Direct. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je recevrai entre autres Guillaume Desmurs de la revue MK Sport. Passez une très très bonne soirée sur 8 Mont Blanc. Au revoir.